Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Kassim Mohamed Aboudou. Vous êtes docteur en énergétique rattaché au laboratoire LERMAB à l'IUT de Longwy, à l'Université de Lorraine et à l'IREMIS au CUFR. Aujourd'hui, vous nous présentez une intervention sur la transition énergétique dans le contexte des territoires insulaires comme Mayotte. Vous définirez ce qu'est la transition énergétique, comment on l'envisagerait pour Mayotte, quel en serait l'intérêt et comment on pourrait transformer la consommation d'énergie de l'île en une consommation d'énergie renouvelable et écologique. Vous traiterez ces questions à travers une étude de dimensionnement réalisée à partir de l'outil numérique Homer et des données réelles de la météorologie locale, combinant les énergies renouvelables et non renouvelables. Bienvenue, Monsieur Kassim Aboudou, dans ce cycle des conférences publiques du CUFR. Nous sommes heureux de vous recevoir. Maintenant, je vous laisse à présent la parole. Chers invités, chers assistants, bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le CUFR de m'avoir invité pour la présentation de cette conférence, surtout Pôle Culture et M. Jean-Louis Rose, qu'on a échangé beaucoup plus par rapport à l'organisation de cette conférence. Cette conférence entre dans le cadre de la thématique de transition énergétique dans les pays insulaires, notamment sur les îles. Donc je crois que Mayotte est beaucoup plus touchée sur ça. Donc on va essayer de voir en revue tout ce qui se passe sur Mayotte et dans le monde et les propositions que nous faisons par rapport à l'amélioration de l'énergie sur le territoire mahorais. J'ai essayé aussi d'alléger un peu la présentation pour que ça soit à la hauteur de tout le monde, vu que le public n'est pas tout à fait scientifique. Donc, pour commencer, je vous présente ici, Voilà, donc la présentation va se dérouler sur 5 étapes. Donc, on va présenter en premier le contexte des enjeux mondiaux sur la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Donc, on va présenter comment ça se passe et quels sont les pays les plus calés sur les énergies renouvelables dans le monde. Un état des lieux pour la production et la gestion de l'énergie à Mayotte. Donc, on va parler des données sur EDEM et aussi une étude de cas qui a été faite en temps réel sur le mix énergétique à Mayotte avant de conclure sur ce travail. Voilà, donc ici, on peut définir la transition énergétique comme étant une modification structurelle profonde des modes de production, c'est-à-dire abandonner les énergies fossiles pour pouvoir en profiter des énergies renouvelables, donc telles que les solaires, l'éolien, l'hydraulique, le bois énergie, etc. Alors, c'est quoi l'objectif de la transition énergétique? Alors, c'est de pouvoir produire et consommer avec une limite des émissions des gaz à effet de serre. Parce que comme vous le savez tous, dans le monde actuel, le monde est beaucoup plus touché sur tout ce qui est changement climatique, raison pour laquelle nous devons profiter de la consommation énergétique en faisant en sorte que la diminution des énergies, des gaz à effet de serre soit vraiment notre priorité. Voilà, donc le contexte et les enjeux mondiaux. Dans le monde actuel, donc, nous devons surtout lutter contre les changements climatiques qui nous préoccupent beaucoup plus afin de pouvoir rassurer une rationalisation de l'énergie, c'est-à-dire quitter les énergies fossiles pour pouvoir bénéficier des énergies renouvelables. Donc ici, c'est partout dans le monde, il y a certains pays qui utilisent ce qu'on appelle les machines thermiques. Donc ce sont des gros machines, des moteurs, auxquels donc, on va les alimenter du diesel pour produire de l'énergie. Donc la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de failles au niveau de la production énergétique. Ça demande des maintenances, ça demande d'alimentation de l'énergie, c'est-à-dire du gasoil. Des fois, ça peut tomber en panne, il faut attendre pour le changement des pièces, etc. Par contre, les énergies renouvelables sont toujours là. Donc il y a le soleil, il y a le vent, il y a l'eau. On peut toujours produire à partir des énergies renouvelables. Donc l'investissement, on peut investir, mais avec un coût. Mais avec le temps, si on investit, on est sûr que on va abandonner la maintenance, on va abandonner l'alimentation du diesel, donc finalement, ça sera toujours rentable, quel que soit. Voilà, donc le cas de la France, par exemple, ils ont adopté ce qu'on appelle la loi de la transition énergétique
en 2015, qui a été sorti le 17 août, alors qui cadre la gestion et la structure de l'énergie en France. Donc, ils ont proposé que d'ici 2023, nous devons passer aux énergies renouvelables, surtout aller jusqu'à 50%. Alors, pour lutter contre la raréfaction des énergies fossiles, alors, c'est-à-dire quitter le charbon, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est aussi gaz à effet de serre qui va nous permettre qui nous aide toujours à... Le gaz à effet de serre, c'est un gaz qui est dégagé lorsqu'on produit beaucoup plus, par exemple du charbon, même le nucléaire aussi. Il y a aussi tout ce qui est gasoil. Donc lorsqu'on pollue, on utilise tout ce qu'on appelle les carburants, ça pollue beaucoup plus. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par l'Agence internationale sur l'énergie, qui prévoit qu'il faut aller jusqu'à 80% des énergies renouvelables. Alors, la loi de la transition énergétique est aussi disponible partout, donc on peut lire pas mal de textes sur ça. Ce qui est important ici, c'est le fait que les climatologues ont pensé, et ils se sont dit que d'ici 2025 à 2030, même plus, il n'y aura pas assez de ce qu'on appelle l'énergie fossile. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, ce qui fait qu'à tout moment, il faut que chaque pays arrive à prendre en charge pour qu'on puisse commencer à adopter le mode des énergies renouvelables. Alors ici, je vous présente ici quelques pays des îles, comme Mayotte, qui ont adopté déjà la production des énergies renouvelables. Alors, en bleu, on présente ici la consommation, la disponibilité à 100%. Par exemple, ici, les îles Cook, donc ils sont à 100% électrifiés, mais ceci seulement 26% provient de l'énergie renouvelable. Les îles Fidji, etc., 96%, 60% des énergies renouvelables, etc. Donc c'est pour vous montrer que toutes les îles, ils peuvent aussi toujours produire de l'énergie, même si on combine entre énergie fossile et énergie renouvelable, mais à tout moment, on peut toujours penser à faire l'inverse, augmenter les énergies renouvelables et baisser les énergies fossiles. Comme vous le voyez ici, c'est dominé par les énergies fossiles en bleu, et ici en jaune, nous avons les énergies renouvelables. Donc on peut aller à tendance, faire descendre la barre de bleu et remonter la barre en jaune pour l'exploitation des énergies renouvelables. Alors ici, je vous donne presque 10 pays au monde qui sont calés sur les énergies renouvelables. Par exemple, on a ici la Norvège, ici, voilà, Norvège, Écosse, Suède, etc. Avec le pourcentage en énergie renouvelable. Donc ici, seul le Bartoun est produit à 100% les énergies renouvelables. Donc ça, c'est un pays qui se trouve en Asie, c'est proche de l'Inde. Donc ils sont calés vraiment sur les énergies renouvelables. Donc ils sont vraiment à 100% énergie renouvelable. Par contre, les autres pays comme Uruguay, ils sont proches, ou bien l'Écosse, etc. Donc ici en Afrique, on peut trouver par exemple le Maroc, qui est vraiment dans le domaine des énergies renouvelables, surtout sur le solaire. Ils ont aussi de l'hydraulique aussi. Donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas nouveau. Tout le monde peut toujours penser à produire de l'énergie renouvelable telle que la décision a été prise et les investissements. Alors je vous présente ici quelques pays qu'on appelle les pays-États des territoires insulaires. Donc ce sont des pays, d'après la définition, qui ne dépassent pas 30 000 kilomètres carrés de surface. Donc ce sont des petits pays qu'on peut les retrouver entre moins d'1 million d'habitants, 1 million et quelques d'habitants. Donc le problème de ces pays, c'est le fait que c'est rare de trouver des pays, des îles, qui ont vraiment du pétrole. Donc tous ces pays dépendent des énergies fossiles. Ce qui fait qu'ils en consomment des énergies fossiles, ils produisent toujours des énergies fossiles, c'est-à-dire ils produisent de l'énergie à partir des énergies fossiles, ce qui fait qu'il y a toujours effet de serre, il y a toujours investissement beaucoup plus pour avoir une énergie permanente, raison pour laquelle ces pays sont vraiment prioritaires pour penser à l'énergie renouvelable. Par exemple, il y a la création de la voiture électrique, ça fait moins de 5 ans. Alors, d'après les spécialistes, ils se sont dit que la voiture électrique est rentable dans les îles. Pourquoi? Parce que le kilométrage, normalement, c'est entre 300 et 400 km. Alors, je ne peux pas avoir une voiture électrique, faire par exemple le trajet Paris-Marseille, c'est beaucoup, donc je risque d'avoir un problème de l'énergie après. Ce qui fait que si vous avez une voiture électrique qui a presque 400
ou 300 km. Donc, vous pouvez même faire le tour de l'île de Mayotte 2 fois ou 3 fois. Il n'y aura pas de problème. Donc, c'est aussi rentable. Donc, ça vous permet aussi de bénéficier, de consommer, de rentabiliser aussi tout ce qui est carburant. Donc, maintenant, il y a aussi l'évolution du monde. On a aussi ce qu'on appelle les voitures hybrides. Donc, ça fonctionne entre l'essence et l'électricité. Donc, je charge la voiture et puis je mets aussi de l'essence. Donc, ça fonctionne à deux. Donc, une partie... Surtout, on avait fait le test. Lorsque la voiture remonte en pente, par exemple, donc c'est l'essence qui fonctionne. Et l'essence, dans l'inverse, il va aussi recharger les batteries de la voiture. C'est comme ça, comment ça fonctionne. Alors maintenant, si vous roulez, par exemple, à 40 à 60 km, c'est l'électricité que vous avez chargée qui fait fonctionner la voiture. Donc voilà donc les possibilités, les deux possibilités. Donc c'est aussi rentable dans les îles. Donc, j'ai déjà vu ici à Mayotte, il y a pas mal de voitures qui roulent avec de l'énergie hybride. Là, c'est bien, mais aussi, il faut aussi penser également à la maintenance. Donc, j'ai déjà fait un tour avec, par exemple, Toyota. Ils font la maintenance même jusqu'à 7 ans de la voiture. Quand tu achètes la voiture, donc, ils font le suivi de la voiture, tout ce qui est maintenance, jusqu'à 7 ans. Voilà, donc au moins, tu es sûr que pendant 7 ans, tu n'auras pas de problème dans ta voiture. Voilà. Alors, je vous présente ici quelques pays qui sont déjà déclarés comme étant les pays de petit État insulaire. Donc, vous avez la liste ici. Donc, j'ai fait exprès de présenter, ce sont des îles qui sont gérées par la France, d'accord, qui sont partout dans les Caraïbes, dans le Pacifique, même ici à l'océan Indien. Donc, ces îles ici, ces îles-là sont aussi prioritaires pour la production de l'énergie renouvelable. Par exemple, ici à La Réunion, il y a pas mal de pôles là-bas qui produisent de l'énergie renouvelable. Il y a aussi une société, on verra tout à l'heure, appelée Albioma. C'est une société qui était siégée à La Réunion, qui œuvre ici maintenant sur tout ce qui est photovoltaïque. Donc on verra ça par la suite. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe à l'EDEM? Alors l'état des lieux de l'EDEM. Alors EDEM, qui est donc la société qui produit et commercialise l'énergie ici à Mayotte, donc a 2 pôles de production. Il y a Longoni, donc c'est ici en grande terre, c'est lorsque vous allez de l'autre côté, et à Batami en petite terre. Alors à Longoni, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 8 machines thermiques qui produisent dans l'ensemble, donc c'est reparti en 4 à 4, mais l'essentiel c'est que dans l'ensemble, vous avez 76 mégawatts de puissance, donc qui sont repartis sur la grande île. Et en petite terre, à Batami, vous avez 8 machines aussi qui produisent au total 32 mégawatts. Donc, ce qui fait une totalité dans l'ensemble de l'île à 108 mégawatts. Voilà, donc la société Albioma, c'est une société privée qui produit de l'énergie photovoltaïque ici à Mayotte. Donc, ils ont fait une négociation avec EDEM. Ils ont produit 10 mégawatts. Les 10 mégawatts sont injectés dans le réseau national. Ce qui fait que depuis Longoni, Kaweni jusqu'à Sada, donc l'énergie qu'on reçoit dans les ménages, il y a 10% du solaire et 90% qui venant du thermique, c'est-à-dire du moteur diesel. Donc c'est déjà c'est la même société aussi qui a installé les panneaux solaires à la mairie de Mamoudzou et aussi au marché de Mamoudzou. Donc c'est la même société. Donc la même société est là, donc œuvre petit à petit pour l'amélioration des conditions énergétiques. Voilà, alors quelles sont maintenant les perspectives de l'EDEM? Qu'est-ce qu'ils veulent produire? Alors ils ont pensé déjà à la géothermie. Alors la géothermie, c'est la science qui nous permet de produire de l'énergie à partir de ce qu'on appelle les calories du sous-sol. Donc la science, comment produire aussi de l'énergie à partir de calories du sous-sol? C'est simple, on fait du forage, on introduit de l'eau chaude, de l'eau froide à l'intérieur, et ça sort chaude ici, donc on installe aussi ce qu'on appelle la turbine. La turbine tourne avec un alternateur. Avec la vapeur de l'eau qui sort, ça produit aussi de l'électricité. Donc c'est comme ça comment ça fonctionne. Donc je crois que c'est par rapport à ce qui se fait ici à Mayotte, tout ce qui a été tremblement. Donc on vient de découvrir qu'il y avait aussi un pôle géothermique qui a été installé sous-marin, donc un volcan. Ils voulaient aussi produire de l'énergie à partir de tout ce qui est géothermie, à partir du volcan. Alors, il y a aussi un projet qui est aussi en cours pour la production de ce qu'on appelle le biocarburant. Alors, le biocarburant, c'est le fait de produire de l'essence à partir
de colza. Ça, c'est donc ce sont les fleurs de colza. Le colza, ce sont des plantes qu'on peut implanter. C'est comme par exemple à l'île Maurice, ils produisent aussi à partir de canne à sucre, même au Brésil aussi. Donc, l'avantage, c'est que c'est du carburant qu'on peut l'utiliser dans les voitures aussi, qu'on appelle le biocarburant. Donc ça, c'est un projet qui est en cours à EDEM pour la production et l'accompagnement de l'énergie. Alors, il y a aussi un autre projet qu'on appelle le Smart Grid. Alors, le Smart Grid, c'est quoi? Comme vous voyez le schéma ici, c'est un ensemble de sources. Ici, dans ce schéma, nous avons 3 sources. C'est-à-dire, on peut produire à partir du centrale nucléaire, on peut produire à partir du photovoltaïque, comme aussi on peut produire à partir des barrages hydroélectriques. On combine les 3 énergies, on les associe, donc on distribue au plan des communes, des usines, etc. D'accord? Donc maintenant, ce qui est important, on appelle Smart Grid, c'est la gestion de l'énergie, parce que c'est une énergie intelligente, d'accord? Vous pouvez par exemple, vous êtes dans la société, vous travaillez à EDEM, vous êtes au central, vous pouvez gérer la gestion de l'énergie dans un foyer qui se trouve par exemple à Sada. Vous savez qu'il y a un problème là-bas, directement, vous réglez les problèmes à distance. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Même le compteur, la consommation de son compteur, ça s'affiche directement au central. Donc maintenant, j'avais travaillé un projet avec un étudiant qui est maintenant en thèse. Donc il est devenu mon étudiant, je suis co-encadreur de sa thèse. Il avait travaillé un projet sur l'alimentation des pylônes de télécommunications qui sont un peu éloignés dans les réseaux électrifiés. Par exemple, on a des pylônes qui sont installés dans les sommets des montagnes. Là-bas, il n'y a pas d'électricité. Donc, on peut installer un système qui fonctionne à partir du diesel et des panneaux solaires. Alors, qu'est-ce qui se fait? Alors, là-bas, c'est un peu trop loin, même s'il y a des gardiens, par exemple. Ce qui se fait, c'est qu'ils ont installé un prototype, une composante, qui peut envoyer directement un message au central pour dire que le niveau, par exemple, du carburant du moteur a diminué. Donc, il faut alimenter le moteur du carburant. Un message qui peut aussi envoyer pour dire que voilà, donc il y a une détresse au niveau des panneaux solaires, il faut intervenir. C'est-à-dire, ça fait partie de ce qu'on appelle les smart grids, donc c'est un réseau intelligent. Dans ce réseau-là, il y a un projet qui a commencé depuis 2020 ici à Mayotte. C'est géré avec l'EDEM et l'association d'appel Maïcha à hauteur de 11,8 millions d'euros. Donc pour 48 mois. Donc c'est un projet qui est déjà en cours. Voilà. Alors ici, c'est quoi les grandes lignes du Smart Grid? Voilà, ils sont à peu près 4. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir localiser précisément un défaut et agir à distance. C'est ça ce qui est important. Alors il y avait aussi la société, c'est une société privée, Enedis, c'est connu en France, qui avait installé des compteurs Linky dans les foyers, dans différents bâtiments. Mais apparemment, il y avait eu un problème parce qu'avec la gestion de ces compteurs, donc ces compteurs sont gérés, donc sont accompagnés par d'un flux électromagnétique. Donc ça envoie des rayonnements électromagnétiques auprès des populations, auprès par exemple des personnels, et puis ça crée des cancers. Oui, oui, donc il y avait, je crois, j'ai vu là, il y avait 13 plaintes qui ont été déposées sur ça. Il y a des particuliers qui ont porté plainte contre les compteurs Linky, comme quoi ils sont défaillants parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été tenues compte. C'est par exemple au niveau de téléphone. Donc le téléphone portable qui est là, donc c'est juste entre parenthèses, il y a ce qu'on appelle le DAS. C'est parmi les critères pour acheter un téléphone, le DAS. Alors le DAS c'est quoi? Le DAS, c'est un critère qui répond à la quantité électromagnétique qui sera dégagée par le téléphone. Donc normalement, quand on achète un téléphone, il faut regarder si le DAS est inférieur à 1. Donc comme ça, vous n'avez pas de risque de cancer après. Surtout les iPhones, le DAS est beaucoup plus développé. Vous aurez des DAS 1,5 qui dépassent même 2. Donc la conséquence, c'est que si vous avez un téléphone avec un DAS qui dépasse 1, c'est que vous êtes beaucoup plus exposé dans le rayonnement électromagnétique. Donc maintenant, ça dépend de la santé de la personne. Il y a des gens qui peuvent résister, donc il y a des gens qui ne peuvent pas rester même une année, 2 ans, etc. Donc c'est juste pour vous dire que
La science a évolué, mais il y a toujours des conséquences qu'on nous cache, on ne nous dit pas. Parce que moi, je produis, je veux vendre, alors qu'il y a toujours des conséquences après. D'accord? Voilà, donc bientôt on va passer dans le cas de Mayotte pour ce qu'on appelle le mix énergétique. Alors c'est quoi le mix énergétique? Ça rentre toujours dans le cadre de la transition énergétique. C'est le fait de produire de l'énergie avec plusieurs sources. Je peux combiner du diesel, de l'éolien et du photovoltaïque en même temps pour produire de l'énergie et distribuer auprès de la population. Alors l'intérêt c'est que si je produis avec les trois sources, j'aurai par exemple une source. Si par exemple il n'y a pas du soleil, donc le photovoltaïque ne va pas fonctionner, je peux utiliser l'énergie provenant du diesel et des éoliens. Dans les cas où il n'y a pas du vent, donc je peux faire aussi l'inverse, produire à partir de photovoltaïque et de diesel. S'il n'y a pas de diesel, ben le carburant est trop cher, donc je peux utiliser 100% des énergies renouvelables. Donc le fait de combiner plusieurs sources pour produire, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc on verra le cas pratique qu'on avait fait l'étude tout à l'heure. Alors, maintenant on casse au cas pratique pour le dimensionnement. Donc j'avais pris quelques données précises sur Mayotte pour faire une simulation pour savoir comment produire de l'énergie en combinant plusieurs sources d'énergie énergétique ici. Donc là, on tient compte de la température locale, par exemple la température minimale, la température maximale et la température moyenne. Je dois tenir compte aussi de la vitesse du vent moyen dans la région. Donc, pour y arriver, donc, avec Homer, parce qu'il y a plusieurs versions d'Homer. Il y a Homer qui a été amélioré, donc tu n'as pas besoin d'avoir la liste du mois ou de l'année, de la température annuelle ou mensuelle. Là, il y a un site de la NASA directement, tu pars dans le site, donc il faut aller dans la cartographie du pays, tu cliques le lieu, le pays, la ville que tu veux faire l'étude. Une fois que tu cliques directement, il te fait sortir un fichier, il va enregistrer directement en temps réel la température moyenne, la température maximale, minimale, le vent, etc. Alors que la version ancienne, tu dois avoir la liste de la température de janvier, février, mars jusqu'en décembre. Tu saisis, après tu fais tourner le programme. Donc maintenant, avec la dernière version, tu vas sur le site, tu cliques, tu vas sur la cartographie du pays, tu cliques, ça te donne directement les différentes valeurs en temps réel. Comme ça, tu lances la simulation. Donc voilà les différentes températures sur Mayotte. Par exemple, la température maximale est d'environ 30 degrés Celsius, surtout le mois d'avril. Et à partir du mois de juin, vous avez une température qui peut aller jusqu'à 28 degrés. Donc on est à la limite de la production de l'énergie renouvelable, surtout aux panneaux solaires. Donc on pourra produire sans problème, comme l'a déjà fait Albioma. Donc ils sont dans les mêmes normes. Alors maintenant, comment ça fonctionne l'Homer? Alors je vous présente directement ici comment Homer fonctionne. Tout d'abord, Homer, c'est un sigle en anglais qui signifie Hybrid Optimization and Multiple Energy Resource. Alors c'est un logiciel qui a été créé aux États-Unis par un laboratoire à Colorado qui ont fait les premiers essais de simulation pour alimenter une région en source énergétique. Alors, sur Homer, je peux utiliser plusieurs groupes électrogènes, comme je peux utiliser des éoliens, des systèmes photovoltaïques, de l'hydraulique, des batteries, des piles à combustible, de la biomasse, etc. Donc vous verrez par la suite, là, quand je vais vous défiler, vous verrez comment ça fonctionne. Voilà donc l'historique, ça a été créé en 1993 par le Laboratoire national sur les énergies renouvelables aux États-Unis. Donc, et le logiciel est beaucoup plus utilisé dans le domaine industriel, les chercheurs universitaires aussi. Surtout, il y a pas mal de thèses qui ont été faites partout dans le monde en utilisant l'Homer. Donc moi personnellement, je l'utilise toujours jusqu'à présent. Donc j'ai préparé mon diplôme universitaire de recherche à partir de ça. Donc j'ai déjà un étudiant que j'encadre en thèse, donc il est en deuxième année, donc c'est le même logiciel qu'il utilise encore. Donc ce qui fait qu'il y a vraiment de la fiabilité des résultats. Alors comment ça fonctionne Homer?
Voilà, donc pour faire fonctionner Homer, il faut l'installer tout d'abord. Une fois l'installé, on ouvre le fichier qui est là, voilà. C'est là où je dois commencer le dimensionnement. Alors, je dois cliquer ici. Add, c'est pour ajouter les différentes composantes auxquelles vous voulez utiliser, faire la combinaison des simulations. Et là, remove pour retirer. Alors, c'est ici, voilà. Quand vous cliquez au départ là, voilà le fenêtre qui s'affiche. Alors, charge électrique, ça veut dire, par exemple, je vais alimenter une commune avec cette charge. Ça représente les lieux auxquels tu veux alimenter. Je peux alimenter un bâtiment, je peux alimenter l'université, une commune, un pays. Donc ça, charge, ça vous donne la capacité auquel vous voulez faire l'étude. Donc là, une fois installé, tu peux changer le nom, écrire commune, etc. si vous voulez. Voilà, donc on vient ici, donc on sélectionne par exemple un PV photovoltaïque avec l'éolien par exemple. Tu peux aussi prendre l'hydraulique, les convertisseurs, tout est là, tu veux les prendre, les batteries, les générateurs, ce sont les moteurs diesel, d'accord? Donc tu peux faire la combinaison de tout ce que tu veux. Une fois fini, tu cliques ici sur OK et on te fait sortir directement. Voilà, donc voilà ce qui va se ressortir. Donc il ressort, on avait sélectionné le générateur. Alors, la charge, ça peut représenter une maison, comme ça peut représenter la commune, etc. Donc moi, j'ai fait la simulation pour une commune, une petite ville à 1500 personnes. Voilà. Vous avez le convertisseur qui est là. Alors, le H1000 représente la batterie, d'accord? Et ici, vous avez générique, ça c'est l'éolienne. Ici, ça veut dire, je peux produire, injecter dans le réseau national. Je peux produire l'électricité. Et puis, je peux injecter ici pour faire vendre mon électricité à EDM, par exemple. D'accord? Si j'ai de l'excès. Par exemple, je vais alimenter, par exemple, Passamaït de l'énergie. Je produis beaucoup plus. Donc, il y a la possibilité, j'alimente là-bas, le reste, je peux l'injecter sur EDM pour avoir aussi des ressources. Alors, une fois que je fais la combinaison de tout, maintenant, il va falloir remettre les différents paramètres. Alors ici, solar resource, ça veut dire je dois mettre les sources énergétiques, la température, je viens de le dire tout à l'heure, minimale, maximale et moyenne, d'accord? Donc l'ancienne version, il faut cliquer là-bas, mettre petit à petit de janvier à décembre, mais la version améliorée, il suffit d'aller cliquer directement sur le site de la NASA, tu as directement les valeurs si tu rentres dans la cartographie du pays. Alors, wind resource, ici, il faut mettre tout ce qui est paramètres des éoliens, d'accord? Par exemple, la vitesse minimale du vent et la vitesse maximale du vent. Alors, diesel, voilà. Quand tu cliques sur diesel, là, tu vas choisir le différent type de diesel. Est-ce que c'est essence, c'est diesel, c'est combiné? Parce qu'il y a aussi la possibilité de faire alimenter le moteur à partir de ce qu'on appelle le jatropha. Donc, le jatropha, c'est quoi? Donc, c'est un carburant. Donc, le jatropha, donc, ça se trouve ici dans la région, d'accord? Donc, que vous pouvez aussi l'utiliser son essence pour produire de l'énergie. Donc, l'avantage du jatropha, c'est quoi? Ça diminue la consommation. Donc, vous pouvez aussi mettre ici le prix du gasoil. Par exemple, ici à EDEM, le prix du gasoil est à peu près égal à 0,90 centimes d'euros. Donc, 1 litre du gasoil revient à EDEM à 0,90 centimes d'euros. Donc, c'est 90 centimes. Voilà, donc il faut mettre le prix, mais avec le logiciel, on met toutes les données c'est en dollars, d'accord? Donc, si vous voulez convertir maintenant en euros, donc vous pouvez le convertir. Alors, économique, il faut mettre les paramètres économique. Par exemple, qu'est-ce que je veux? Parce qu'il faut toujours décider ce que tu veux faire en tant que projet. Alors, je dois investir dans ce projet combien? Et quand tu investis, tu peux mettre les chiffrages des données ici, c'est-à-dire le financement, d'accord? Parce que là, quand je mets, par exemple, le générateur, je dois mettre le prix du générateur, je dois mettre le prix du carburant, je dois mettre le prix de maintenance, etc. Donc, chaque composante qui est là, je mets son bilan, c'est-à-dire son financement. Et tout ça, c'est ce que je le mets, donc je les retrouve ici, dans la partie économique. Tout ce qui est financement, parce que l'éolienne, je l'achète, il faut mettre son prix, d'accord?
Par exemple, les panneaux solaires, je l'achète, il faut mettre son prix. Il y a les batteries, il faut les mettre, les convertisseurs, tout ça, il faut mettre les prix lorsque je clique pour chaque composant. Et tout ça, ça ressort sur la partie économique. Contrôle de système, donc on contrôle pour regarder, parce qu'en fait, Homer aussi tient compte du fait que ça dépend du pays. Il y a des pays où les délestages sont aléatoires, comme il y a des pays où les délestages sont programmés. Donc il tient compte aussi de ça. Par exemple, il faut dire que dans notre pays, on a à peu près pendant une année 1%, on a des délestages, on a 0 délestage. Là, il faut toujours les injecter dans le programme. Il faut aussi tenir compte. Ici, c'est la température. Là, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Ça te fait sortir directement. Lorsque tu mets diesel, le prix, tu mets aussi le litre, il te donne directement combien tu vas polluer en tant que gaz à effet de serre. On te donne tout ça. Donc ça, ce sont les contraintes de l'ensemble du système. Alors, une fois que je relance, voilà. Donc, le fichier sera créé. J'ai le schéma. J'ai en fait entrer tous les détails, etc. jusqu'à là. Alors, maintenant, on regarde ce qui se passe. Voilà. Alors, je peux retrouver la première courbe qui représente la température, l'évolution de la température pendant toute l'année, de janvier jusqu'en décembre. Alors, je lis ici que le mois d'août, j'ai une température de 29. D'accord? Alors, le maximum, je trouve une température de 33. Je peux lire directement, je l'ai en janvier, je l'ai de mars, avril, etc., novembre, décembre. D'accord? Donc, le système nous donne toujours ces valeurs-là. Voilà. Alors, ici, ça me donne aussi la radiation. Donc, la radiation, c'est la quantité d'énergie, c'est-à-dire la quantité du solaire qui est renvoyée sur la partie, c'est-à-dire sur la région. Donc, je peux avoir une radiation, par exemple, de 0,2, 0,3. Donc, la radiation, ça reflète toujours à la radiation de l'énergie solaire. Ça, c'est on parle de l'énergie solaire. Donc, en regardant ici, on voit très bien que la plage est complète. Donc, j'ai une radiation, même jusqu'à 0,4, j'ai une radiation complète. Au-delà, j'ai des petites fluctuations qui montrent que je peux avoir une radiation maximale, minimale. Mais tout compte fait, par exemple, à Mayotte, on peut dire qu'on a une radiation minimale de 0,4. Que ce soit, on est par exemple en période de décembre ou en période de août, tout simplement, donc la radiation minimale est là. Donc ici, c'est le maximal. Donc on peut retrouver une radiation maximale à partir du mois de novembre, etc. Alors ici, c'est l'évolution annuelle de la vitesse du vent. Voilà, donc il y a les différentes valeurs. Donc ici, j'ai le mois, tous les mois de l'année. Là, j'ai l'évolution des vitesses. Donc je peux dire que je peux aller jusqu'à une vitesse qui dépasse. Normalement, pour la production des éoliennes, ils sont rentables lorsque la vitesse dépasse 4,5 mètres par seconde. D'accord? Donc ça, c'est la norme. Lorsque vous allez installer des éoliens quelque part, il faut vérifier que dans la région, vous n'aurez pas une vitesse moins de 4,5 mètres par seconde pour que ça soit rentable pour la production. Voilà, donc ici, on vous donne ici le profil de la charge électrique journalière, c'est-à-dire à la maison, il y a des moments où j'ai besoin de l'électricité. Des moments où, par exemple, le matin, ça ce sont les heures, voilà, de 0 à 6 heures, voilà donc la charge électrique, donc vous êtes à peu près à 4. D'accord? Par contre, si vous êtes à partir de midi, 18h à 24h, c'est là où tout le monde est à la maison, donc la charge augmente. Donc ça, ce sont les besoins des foyers. Donc à la maison, le matin, il n'y a personne, tout le monde est au travail, peut-être les enfants qui sont là, donc je ne consomme pas trop. Mais je commence à consommer à partir de midi, il y a des pauses ici, même de 6h jusqu'à midi, parce qu'il y a certains qui sont au travail. Il y a la pause à midi, on reprend jusqu'à 18h, donc de 18h jusqu'à 23h. Donc regardez, de 18 à 19, tout le monde est là. Il y a certains qui commencent à se coucher, etc. Donc ça, c'est l'évolution de la consommation à la maison. D'accord? Ça nous donne une idée déjà, ce qu'on appelle le pic, la consommation du pic. Voilà, donc pour faire tourner ce programme, lorsque je l'installe, donc ça va dépendre aussi de la machine utilisée, mon PC, mon ordinateur. Par exemple ici, voilà, donc j'ai pris 3 cas.
j'ai pris 3 valeurs différentes de la vitesse, j'ai pris 3 valeurs différentes pour le prix du carburant, j'ai pris 3 valeurs différentes aussi pour l'ensoleillement, d'accord? Ce qui fait qu'en combinaison, au total, j'aurai 27 cas lorsqu'il combine 3-3, d'accord? Alors ici, lorsqu'il fait tourner le programme, il aura 2700 possibilités simulées. Parce que lui, il combine. Maintenant, je cherche diesel, c'est-à-dire moteur plus PV. Moteur plus éolien. Éolien PV. Donc, il fait les simulations, il regarde le prix. Parce que lui, on verra par la suite qu'il va tout programmer, il prendra la rentabilité par rapport à tout ce qui sera moins cher. Donc, les possibilités, donc on aura 2700 systèmes qui ont été déjà simulés, d'accord? Voilà, donc, je l'ai simulé pendant 3h36 minutes. Donc, j'ai lancé le programme, je suis parti. 3h36 minutes, j'ai les résultats. Donc, maintenant, ça dépend. Le même programme, tu peux l'installer dans ton PC qui est plus performant que le mien. Tu auras peut-être 50 minutes. Quelqu'un peut passer 2 jours parce que son PC n'est pas performant. Donc, ça dépend, d'accord? Voilà, donc il faut mettre toujours les caractéristiques. Parce que dans la recherche, quand tu fais ça, il faut toujours mettre les paramètres de la simulation. Parce que toujours, de part à d'autre par rapport aux ordinateurs, il y a toujours des marges d'erreur. Ce qui fait qu'il faut toujours préciser ça. Voilà. J'ai lancé ma simulation, voilà ce qui m'a fait sortir. Et donc, lorsque je regarde ce tableau, ça veut dire que la partie la plus rentable, la combinaison la plus rentable financièrement, parce qu'il place par rapport aux finances, d'accord? Vous voyez les coûts qui sont là. C'est la combinaison entre PV, moteur diesel et injection dans le réseau. D'accord? Deuxième possibilité, donc vous avez ici aussi la batterie, le convertisseur. Deuxième possibilité, vous l'avez, injection dans les réseaux, PV, vous avez l'éolien, et puis j'ai aussi les convertisseurs, etc. Donc il place toujours comme ça. Alors quand je recherche les valeurs les plus rentables, je dois cliquer ici, ça va me faire sortir différentes valeurs. Voilà. Par exemple, ici, la courbe qui est là s'appelle le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est la rentabilité du projet. Donc, quand vous regardez ici, vous avez la couleur qui est là, ça représente le capital total d'investissement que j'avais investi dans ce projet. D'accord? Alors, deuxième couleur, ça parle du remplacement. Alors, je dois remplacer des matériels, mais quand je dois remplacer, donc ça doit s'afficher ici. Voilà les années. Alors, première année, deuxième année, où je dois faire la maintenance. Jusqu'à là, ça veut dire, j'ai jusqu'à 25 ans, j'aurai une maintenance, mais qui n'est pas élevée. C'est juste là. Peut-être c'est pour payer le gardien, nettoyage des matériels, etc. Des fois, tu peux lancer une simulation. En lançant la simulation directement, il te fait 2 barres. Ça, c'est au départ pour l'investissement. Il te fait répéter, par exemple, une deuxième barre ici, à partir de la 6e année. Ça veut dire que le projet n'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'à la 6e année, il faut encore investir beaucoup plus. D'accord? Par contre, ici, le projet est rentable jusqu'à 25 ans et que si la barre remonte dans la partie positive, ça veut dire que là, vous allez, à partir de 25 ans, vous allez commencer à avoir des rentabilités financières énormes. D'accord? Donc là, toujours, ça fait partie des paramètres. On vérifie toujours si la barre ne tombe pas avant 25 ans. Et si ça tombe, c'est que le projet n'est pas aussi rentable. Il faut vraiment dimensionner autrement. Voilà, donc ici, on présente l'évolution du partage de la production annuelle de l'énergie. Alors ici, dans cette couleur-là, ça représente la partie qui doit être injectée par le réseau, c'est-à-dire, je produis beaucoup plus, le projet est rentable beaucoup plus dans la partie solaire, comme c'est la partie la plus dominante, d'accord? En noir, ça représente tout ce qui est diesel. C'est-à-dire, je vais utiliser le diesel, mais ce n'est pas beaucoup, parce que j'ai juste des marges qui ne sont pas énormes, de janvier jusqu'en décembre. Alors, j'aurai aussi des petites participations au niveau de l'éolien, mais ce qui va participer beaucoup plus à la production, c'est la partie PV, quand vous le voyez, parce que c'est beaucoup plus dominant dans le schéma, d'accord? Ça veut dire, lorsque je fais la combinaison que j'avais choisie, donc j'aurai une rentabilité vraiment dans le solaire. Donc tout va toujours fonctionner beaucoup plus dans le solaire. C'est comme si par exemple je produis 100 MW, alors 70% ce sera du solaire. D'accord? Donc là ça sera vraiment rentable.
Voilà, j'ai ici, donc ça résume aussi la participation de chaque partie au niveau du financement. Quand vous le regardez ici, très bien. Donc dans le diesel, ce qui domine en noir, ça veut dire que ici, je dois investir beaucoup plus dans le diesel. Parce qu'à tout moment, il faut acheter le diesel, le moteur en panne, je remplace les pièces mécaniques, etc. D'accord? Par contre, ici, côté financier, au niveau des PV, je n'aurai pas beaucoup. Donc, j'aurai 30 000 $. Alors ici, la partie injectée dans le réseau, je n'aurai pas beaucoup. Et ici, j'ai les convertisseurs. Voilà la participation. Sinon, le reste, c'est bon. Donc, les remplacements ici, c'est-à-dire quand je remplace le matériel, j'ai 0,0. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de remplacer du matériel, par exemple. Donc, ici, dans le PV, la première ligne, j'ai PV, capital, remplacement, je ne remplace pas. Là, c'est la maintenance. Donc, je n'ai pas de maintenance. Il n'y a pas fuel lourd. Voilà, il n'y a pas de valeurs négatives sur la rentabilité. Voilà le total. Donc, ça se lit comme ça. Alors, ici, j'ai le générateur, voilà ce que je dois investir, voilà le remplacement, voilà la maintenance du générateur, voilà le prix du fioul lourd, etc. Donc, je vais lire dans les sens. Tout compte, la somme des investissements, je les retrouve ici. D'accord? Donc, voilà comment ça marche. Pardon. Voilà, donc on compte. Ça, c'est la structure de l'architecture globale. Donc, ici, dans la partie grid, j'ai 1000 kilowatts qui sont là. Alors là, ce sont les PV 40 kW. Là, ce sont les générateurs 75 kW. Alors, ce qui est important ici à expliquer, c'est là. Voilà. Ça, c'est le coût, c'est le kilowattheure, c'est le prix du kilowattheure. Par exemple, avec ma combinaison, lorsque je fais vendre, par exemple, à la population, qu'est-ce que j'aurai? Donc, le kilowattheure va me coûter 0,184 kW. Donc, et ça, c'est dollars le kilowattheure. Donc, ça, c'est beaucoup moins cher pour dire que, voilà, donc le projet est rentable. Parce que, d'ailleurs, c'est moins que le kilowattheure en France pour l'électricité. Je crois on est dans les 20 centimes, je crois, pour la France. De toute façon, à Mayotte et en France et en métropolitaine, c'est la même chose. Donc, on paye le même prix. Alors ici, la combinaison qu'on avait fait ici, pardon, il y a une partie qui est montée de l'autre côté. Voilà, ici, je représente ici la radiation solaire en fonction de la vitesse du vent. D'accord? Par exemple, j'ai pris plusieurs valeurs de la radiation solaire allant de 0,5 jusqu'à 5,50. J'ai pris une vitesse de l'air de 4. Voilà, donc à partir de là, 4, proche de 5, voilà, j'ai une bonne combinaison. Ça veut dire, ici, j'ai fixé le prix du carburant à 0,8 litres. D'accord? Parce que je ne l'ai pas mis sur la variation. Donc je fixe, par exemple, dans cette période, le prix du carburant que je vais mettre dans le moteur est de 0,8 centimes. D'accord? De dollars. Alors ici, la combinaison se lit dans ce sens pour dire que dans cette partie qui est dominée par le noir, qu'est-ce que j'ai? J'ai la combinaison à la fois de l'injection dans le réseau, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et aussi des moteurs diesel. Alors par contre, la partie blanche qui est là, vous voyez, donc ça, parce que je l'ai fait sortir en noir et blanc, si c'est en couleur, il y aura une couleur qui va sortir là. Ça veut dire, dans cette partie, vous n'allez utiliser que la combinaison en injection dans le réseau, le photovoltaïque et le diesel. Et de l'autre côté qui est là, voilà donc la combinaison, vous avez l'injection, les éoliennes et le moteur diesel. D'accord? Voilà comment on lit les résultats. Alors pour nous ici, ce qui est important, comment on peut dire que par rapport aux 3 classements, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est à choisir par rapport aux autres? Donc on regarde la combinaison la plus de combinaisons. Donc j'ai ici 4 combinaisons en gris, j'ai 3 le suivant, j'ai 3 le suivant, donc la rentabilité, je vais la lire ici. Là où j'ai plusieurs combinaisons, parce que plus j'ai plusieurs combinaisons, là je suis en sécurité. Si jamais le moteur diesel ne marche pas, alors j'utilise PV et éolien, d'accord? Et ce qui a été injecté dans le réseau. Donc là j'ai 4 possibilités. Donc on choisit toujours la combinaison maximale qui va me permettre d'être en sécurité. Parce que si je prends par exemple 2, par exemple, supposons il y avait 2 combinaisons. Alors, grid, c'est-à-dire injection et PV. Si les PV sont tombés en panne,
et qu'il n'y a pas ce qui a été injecté dans le réseau national, par exemple, il y a aussi une panne à EDEM, là je n'ai pas de l'énergie. Donc la combinaison maximale, c'est à considérer parce que là on est en sécurité au niveau de l'énergie. Voilà, donc pareil ici, maintenant j'ai fait varier le prix du diesel. Comme vous le savez tous, qu'il y a toujours des fluctuations du prix. Ça peut augmenter, ça peut diminuer. Donc j'ai fait varier différentes valeurs pour le litre du diesel en fonction de la présence du vent. Par exemple, maintenant il y a du vent, il n'y a pas du vent. Donc j'ai fait varier l'ensemble. Et ici, je fixe l'ensoleillement. Par exemple, dans la région, voilà, ce mois-ci, pendant 6 mois, j'ai un ensoleillement moyen de 5,32. Et puis, je fais la combinaison. Donc, comme je viens de le dire, la combinaison la plus rentable, c'est là où vous avez plusieurs combinaisons. Donc, j'ai la partie grise qui a donc les 4 combinaisons. Voilà. Donc, ici, j'ai fait maintenant varier. C'est la même chose. Voilà. Donc, je fais varier ici le diesel. Je fixe la vitesse du vent. D'accord ? Voilà ce que j'aurai. Là, c'est les radiations. Voilà ce que j'aurai comme combinaison. Donc, j'aurai toujours la partie grise qui est aussi favorable. Voilà, donc, pour conclure dans ce travail, voilà, donc, il est toujours rentable d'investir dans le domaine des énergies renouvelables, surtout dans les petits pays insulaires qui n'ont pas du pétrole. D'accord ? Parce que si vous êtes dans un pays insulaire où vous dépendez toujours des énergies fossiles, c'est que nous sommes toujours dans le risque, parce que ça demande beaucoup plus d'investissement pour pouvoir y arriver. Alors ici, le système hybride qu'on appelle aussi mix énergétique, ça aide à la réduction des gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, si on utilise par exemple à 100% énergie renouvelable, dans ce cas, on ne pollue pas l'environnement, d'accord? Comme vous le savez tous. Donc ça aide aussi... Voilà, dans cette étude, donc on a retenu que la combinaison maximale qu'on vient de le montrer tout à l'heure, c'est le système où ça sera rentable économiquement et électriquement. Économiquement, ça ne va pas nous coûter très cher. Électriquement, parce que j'aurai toujours l'ensemble de la disponibilité de l'énergie que j'en aurai besoin. Voilà. Donc pour les perspectives, alors il faut vraiment une nouvelle stratégie énergétique qu'on doit vraiment sensibiliser au niveau de la création. Donc c'est lorsqu'on sensibilise beaucoup plus sur le problème de l'énergie, ça peut nous créer des emplois. Par exemple, on veut vraiment invertir dans le domaine de l'énergie renouvelable. Donc là, on sera obligé d'embaucher. D'accord? On embauche, il faut aussi favoriser les formations au niveau des universités, que ce soit des BTS ou bien des licences professionnelles. Parce qu'on ne peut pas vraiment se caler sur un projet où vous n'avez pas vraiment du personnel. Donc j'avais vraiment des contacts avec des gens qui sont sur EDEM. Donc il y a des projets qui sont là, qui freinent, parce que des fois, il n'y a pas vraiment les compétences sur place. Donc ça traîne aussi. Mais moi, personnellement, avec le projet de Smart Grid, là, pour les 48 mois, donc j'en doute beaucoup plus. Parce que je sais comment ça marche, mais il n'y a pas vraiment les personnels qualifiés pour ça. Donc il faut aussi sensibiliser la population pour la gestion ou bien l'économie de l'énergie dans les bâtiments. Par exemple, on utilise de l'énergie à la maison, mais des fois on n'est pas conscient que nous-mêmes, on fait rehausser notre facture énergétique sans le savoir. Par exemple, si j'ai des frigos, des congélateurs à la maison, il faut faire attention de mettre des éléments, des repas chauds. Parce que plus vous mettez des choses, des repas qui sont chauds, qu'est-ce qui se passe? Donc le moteur va tourner beaucoup plus. Et puis ça crée aussi, ça consomme de l'énergie. Il y a aussi le dégivrage, essayer d'enlever les dégivrages au niveau de tout ce qui est frigo, les congélateurs, etc. L'emplacement aussi des frigos est aussi important. Par exemple, à la maison, surtout ceux qui ont les maisons avec les bangas, il ne faut pas installer le frigo en face du tôle. Surtout si dans cette partie, il y a du soleil qui rentre à tout moment, donc ça fait tourner beaucoup plus le moteur du frigo ou aussi du congélateur. Par contre, il faut l'installer beaucoup plus, il faut l'éloigner de tout ce qui est rayonnement solaire.
Sinon, ça fait tourner beaucoup plus le moteur et puis ça consomme beaucoup plus de l'énergie. Donc, il y a quand même des gestes qu'il faut nous-mêmes, nous devons les adopter à la maison pour éviter. Par exemple, comment dirais-je, si vous êtes en train de charger votre téléphone, par exemple, vous avez dans une prise qui est là, vous avez laissé le chargeur là-bas. Donc, ça consomme aussi. On ne le sait pas, mais ça consomme. Donc, ce sont des petits gestes-là qui font aussi augmenter les factures d'énergie à la maison, alors que, bon, on le fait parce que je me suis dit que ce n'est pas la peine de débrancher, parce que je vais rebrancher encore une fois. Mais si, dès que tu laisses là, il faut au moins... Il faut éteindre, par exemple, si tu as un rallonge, il faut l'éteindre. Si tu le laisses comme ça consomme encore beaucoup plus. Ça, on ne le sait pas, mais parce qu'on n'est pas conscient, ce sont les petits gestes-là que des fois on crie, on se dit, voilà, j'ai une facture élevée, j'ai rien consommé, je n'étais pas là, ou patati patata, alors que ce sont ces petits gestes-là qui font vraiment augmenter. Des fois, il y a des parents, même ou bien des personnels qui réclament. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on m'envoie des factures qui sont très chères, alors que j'ai rien à la maison. Il faut aussi vérifier où tu as placé tes matériels. Parce que si ils sont proches d'un mur où vous recevez beaucoup plus du rayonnement solaire, ça accélère le moteur du frigo, par exemple. Et puis, tu consommes beaucoup plus. Voilà. Voilà, donc on doit aussi sensibiliser les élus de Mayotte pour au moins penser à la rentabilité des énergies renouvelables, penser à atteindre au moins 80% sur l'exploitation des énergies d'ici 2030. Voilà, donc je peux finir en résumé par ce schéma en disant qu'il est possible d'ici 2035 de produire de 180 MW du solaire, rester à 30 MW du diesel, et puis produire aussi 80 MW pour les autres énergies renouvelables pour la rentabilité de l'île. D'accord? Parce que tout est possible. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle île à énergie positive. Alors, l'île à l'énergie positive, c'est quoi? C'est le fait de produire de l'énergie beaucoup plus que ce qu'on en consomme. Parce que là aussi, on est en sécurité. On sait que dès qu'il y aura un problème ou un projet qui demande vraiment de la consommation de l'énergie, donc on sait très bien qu'il y a de l'énergie à permanence. On peut toujours intégrer le projet. Et merci pour votre attention.